Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette vidéo sur la fabrication de ma robe à l'anglaise. La dernière fois, je vous ai laissé avec la fin de la fabrication du corsage et on poursuit aujourd'hui avec le montage du bas de robe. Pour ce faire, j'ai d'abord positionné mon corsage sur le mannequin que j'ai au préalable habillé avec le pouf et les deux jupons composant ma tenue. Ensuite, j'ai commencé à positionner le tissu en l'épinglant à la va-vite, juste pour avoir une idée concrète de l'endroit où je devais couper mon coupon, qui était encore en un seul tenant. Une fois la longueur définie, j'ai coupé mon tissu en le déchirant dans le droit fil. Alors comme j'avais une petite laisse d'1,10 m, j'ai prévu 3 panneaux pour le bas de robe. Mais si vous avez une laisse basique d'1,50 m, 2 suffiront. Mes 3 panneaux découpés, j'ai commencé à les épingler en faisant attention à l'endroit où commence mon motif pour ne pas que la partie blanche soit visible. L'épinglage fait, je suis passée à la machine et j'ai assemblé mes 3 panneaux. J'ai ensuite repassé mes coutures ouvertes. Et j'ai coupé mes valeurs de couture à 1 cm. Puis, pour réaliser une couture recouverte, j'ai coupé l'une de mes deux valeurs à 0,5 et j'ai replié la première sur celle que je venais de couper. J'ai épinglé et j'ai effectué un point à la main pour maintenir ma finition. Mes finitions sur les coutures d'assemblage faites, j'épingle l'ourlet le long de l'ouverture et réalise des points mains pour le fixer également. Mes 3 pans assemblés et les finitions terminées, j'ai ensuite positionné le bas de robe sur mon mannequin et j'ai commencé à former des plis à la taille. Si les plis ne sont pas super réguliers pour le moment, ce n'est pas grave. L'important c'est de s'assurer que le bas du jupon reste bien dans le droit fil en le réglant par le haut. Après avoir formé mes plis, je détache le bas de robe en gardant les épingles qui maintiennent les plis et je le replace sur le mannequin, mais cette fois avec les valeurs pliées vers l'intérieur afin de pouvoir délimiter plus facilement où sera la ligne qui s'assemblera avec le corsage. Quand je suis sûre que le bas de robe est bien positionné, je délimite la ligne avec un stylo friction. Je l'ai ensuite enlevé du mannequin, enlever les épingles et poser le bas de robe à plat et plié en deux dans le sens de la longueur. Là, j'ai délimité le marquage de ma ligne de corsage avec des épingles pour que ce soit plus visible avec les 2 couches de tissu superposées. J'ai ensuite retracé la ligne au propre en redessinant la courbe. Si vos épingles ne concordent pas exactement sur le côté gauche et droit, pas d'affolement, c'est normal qu'il y ait des petits écarts. Généralement, je choisis de redessiner la ligne en faisant un entre-deux, de manière à ce que ce soit le plus harmonieux possible. Ma ligne redessinée, j'ai égalisé mes valeurs de couture à 5 cm. Puis, j'ai passé le tout à la surjeteuse pour éviter l'effilochage du tissu. Sachez qu'au XVIIIe siècle, ces valeurs étaient laissées telles quelles. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, cette finition n'est pas obligatoire. Cependant, pour une question de durabilité et de propreté, j'ai préféré la faire. Une fois mon surjet fait, je rentre les fils de la couture avec une grosse aiguille pour éviter l'effilochage. Toutes mes finitions terminées, je commence la formation de mes plis à plat. Je les fais les plus serrés et réguliers possible. Et détail important, tous les plis sont tournés vers le milieu dos. Une fois tous mes plis formés d'un côté, je vérifie la longueur par rapport à la mesure de mon corsage et si c'est bon, je m'attaque à l'autre côté. Et voilà le résultat à plat.
Je passe ensuite à la machine et réalise une piqûre de maintien à 4 cm pour que tous mes plis tiennent entre eux. Et regardez ce résultat, c'est tellement satisfaisant je trouve. Je peux ensuite passer à l'assemblage avec le corsage. Je commence donc par épingler mon bas de robe avec le tissu extérieur en faisant bien attention de ne pas prendre la doublure avec. J'assemble ensuite les deux couches à la machine en faisant toujours bien attention à ne pas prendre la doublure. Mon haut et mon bas de robe sont assemblés, je positionne la valeur de couture de mon corsage vers le haut pour que je puisse la recouvrir avec ma doublure. Quant à la valeur de couture du bas de robe, je la replie vers le bas. Si la valeur de couture du bas de robe n'est pas prise elle aussi dans la doublure, c'est parce qu'elle forme beaucoup trop de volume et qu'on la remarquera là où la taille est censée être la plus fine. De plus, en la rabattant vers le bas, elle donnera un peu plus de bombée au bas de robe et c'est toujours ça de prix. Quand j'arrive au niveau du milieu dos, je dégarnis les valeurs en trop pour pouvoir former une jolie pointe. J'épingle donc ma doublure, puis je commence le rabattage à la main. Une fois ma doublure rabattue, je repose ma robe sur le mannequin pour définir la longueur de mon ourlet au sol. Pour ma part, comme ma jupe est plutôt courte et arrive au niveau des chevilles, j'ai choisi de faire le manteau de robe un peu plus long, de manière à ce qu'il frôle le sol. Et j'ai aussi voulu rajouter une petite traîne dans le dos. Après avoir épinglé l'ourlet, j'étale à nouveau le manteau de robe au sol pour pouvoir vérifier la symétrie des deux côtés. À un endroit de l'ourlet, je me suis rendu compte que je manquais de valeur de couture. Pas de panique, j'ai découpé une bande de surplus que j'avais à un autre endroit, puis je l'ai cousue là où j'en manquais. Comme ce sera dans l'ourlet, de toute manière ça ne se verra pas. J'ai ensuite égalisé mes valeurs de couture et j'ai commencé l'épinglage de l'ourlet. Alors cette étape a pris un peu plus de temps que prévu dû à l'arrivée d'un inconnu dans mon appart. Voilà, je vous présente Gigi. Et ce chat n'est pas à moi. Il doit appartenir à l'un de mes voisins et vient régulièrement me rendre visite en se faufilant par ma fenêtre. Clairement, il vit sa vie, donc attendez-vous à le voir popper ici de temps en temps, car il a l'air d'apprécier ma compagnie, et j'apprécie la sienne également, on va pas se mentir. Sauf quand il se met à vouloir jouer avec mon fil lorsque j'essaye de travailler. Non, sérieux, lâche, Gigi, lâche, ça ne se mange pas. Bref, cette petite parenthèse fermée, je fais mon ourlet avec un point à la main. Cette étape finie, je repose la robe sur mannequin pour pouvoir définir l'emplacement des liens qui serviront à retrousser ma robe à la polonaise. Alors, petit point culture. Au XVIIIe siècle, il était très courant que les femmes retroussent les pans de leur robe pour plus de commodité. On est à l'ère de Rousseau qui prône une sorte de retour au naturel et les toilettes des femmes s'allègent et se simplifient. De nouveaux styles de robes sont portés à cette période, dont la robe à l'anglaise que je réalise et qui se caractérise par un corsage ajusté finissant en pointe dans le dos. Les pans de la robe peuvent donc être retroussés à la polonaise, mais la robe à l'anglaise ne se transforme pas en polonaise une fois retroussée. Elle reste une robe à l'anglaise car la polonaise c'est un tout autre vêtement. En effet, cette dernière est très appréciée pour les promenades en raison de sa praticité qui se caractérise par une jupe plus courte que les autres robes. Les manches du manteau de robe sont généralement en sabot, c'est-à-dire qu'elles s'évasent légèrement, puis elles sont décorées de ruchers. Le bas du manteau de robe était retroussé à l'aide de cordons qui passaient dans des coulisses et formaient ainsi 3 volants appelés L. Et le devant du manteau de robe en forme de V inversé s'agrafait sous un gros nœud qui portait le nom de Parfait Contentement. Ce nœud qui ornait le décolleté de ces dames, je vous laisse imaginer pourquoi il portait ce nom. Les pans de la robe de forme arrondie dans le bas s'évasaient au niveau de la taille et restaient assez flottants sur la veste ajustée portée par-dessus le corps baleiné. Et des ruchers et des bouillonnets ornaient le bas de la robe. Quant au nom polonaise, il viendrait selon François Boucher de ces 3 ailes séparées que forme le manteau de robe qui ferait référence à la Pologne partagée en 3 États, l'Autriche, la Prusse et la Russie en 1772. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Vous l'aurez donc compris, la mode se complexifie à cette période et connaît plein de variantes.
Il y a d'ailleurs plusieurs styles de robes à la polonaise et je ne vous ai même pas encore parlé de la robe à la circassienne qui est une variante de la polonaise. Mais je ne vais pas plus ergoter là-dessus, ça sera pour une autre vidéo. Si vous savez déjà faire la différence entre ces deux robes, c'est une bonne chose. Je vous propose d'ailleurs un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Ouais, vous avez vu, je vais commencer à vous évaluer lors de mes vidéos, je suis sans pitié. Alors commençons. Laquelle de ces deux robes est une polonaise ? Celle de gauche ou de droite? Alors une petite idée? Et c'était bien évidemment celle de droite. Et ici? Anglaise alors? Polonaise? Bon allez, c'était facile, la polonaise était à gauche. Je vous propose une dernière, j'adore ce jeu vraiment. On complexifie un peu la chose, saurez-vous identifier ces trois robes? Une idée? Non? Il y avait donc deux robes à l'anglaise retroussées et une seule polonaise. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura amusé et vous aura aidé à aiguiser votre œil. C'était pas toujours facile, je l'admets. Trêve de balivernes, j'ai une robe à finir, moi. Je retourne donc au placement de mes liens, et pour ce faire, j'ai suivi les indications du manuel de The American Duchess, 18th Century Dressmaking, ouais, cet accent est formidable, et qui indiquait qu'elle avait placé les liens d'environ 41 cm de long, à 69 cm du bord du manteau de robe, et à une hauteur de 33 cm de l'ourlet. Je me suis donc basée sur ces mesures pour placer les miens. Après les avoir noués, j'ai pu constater que l'aile du milieu traînait au sol, ce qui me dérangeait. J'ai donc décalé les liens de 5 cm de plus vers l'intérieur, et ce résultat était beaucoup plus satisfaisant. J'ai à nouveau enlevé la robe du mannequin et l'ai posée à plat pour épingler correctement les liens de manière à ce qu'ils soient bien symétriques de chaque côté. J'ai également vérifié la longueur de mes sergés et je les ai recoupés afin qu'ils ne dépassent pas l'ourlet de la robe lorsqu'elle est dépliée. J'ai ensuite commencé mes points à la main tout autour du sergé plié contre le tissu de manière à former un petit carré. Puis j'ai replié l'extrémité pour faire un petit ourlet fini. Et voilà le résultat visible sur l'endroit du tissu, des petits points discrets qui se perdront dans le motif. Et bien sûr, j'ai répété le même processus avec le deuxième sergé. Je me suis ensuite occupée des liens positionnés au niveau du corsage. Je les ai repliés contre la valeur de couture de mon bas de robe et positionnés à égale distance de la pointe de mon corsage et de ma couture côté. J'ai également effectué mes points main en forme de carré et j'ai fait un petit ourlet à la main dans le bas de mon lien. Mes liens posés, je me suis attaquée à mes décorations. Bah oui, une robe n'est pas finie si elle n'a pas un minimum de déco. Commençons par les engageantes. J'ai d'abord mesuré le tour de mon bas de manche qui était de 30 cm. J'ai ensuite multiplié cette mesure par 3 pour savoir la longueur de dentelle qu'il me faudrait. On arrive donc à 90 cm pour une engageante. Le x3, c'est vraiment un calcul que vous pouvez faire par défaut à chaque fois que vous voulez froncer quelque chose. Je plie donc ma dentelle en deux. Enfin ici c'est un voile de coton brodé. Vu que ma robe à l'anglaise est une robe de jour, je ne voulais pas appliquer une dentelle trop délicate. C'est le négligé à la française si vous voulez. Pour former la courbe de l'engageante qui est longue au niveau du coude et plus courte au niveau de la saignée, je me suis tout simplement fiée au motif en évaluant moi-même quel endroit serait le plus esthétique à l'œil. J'ai donc décidé de couper mon engageante juste au-dessus de ma broderie de dentelle à la saignée et de remonter au maximum à la coudée. Le plus important, c'est que votre ligne au départ et à l'arrivée doit être perpendiculaire à votre couture. Ensuite, vous formez une courbe graduelle entre vos deux lignes de départ. Autre point important, assurez-vous que votre couture se trouve au milieu d'un motif pour pouvoir avoir une jolie symétrie après. Ma ligne définie, j'ai ensuite coupé mes deux engageantes et je suis passée à la machine pour réaliser une couture anglaise. J'ai d'abord piqué mon tissu envers contre envers à 0,5, j'ai ensuite coupé le surplus de valeur de couture, puis j'ai retourné mon tissu pour cette fois effectuer une seconde couture à un peu moins des 0,5, cette fois donc endroit contre endroit. Et voilà le résultat. J'ai ensuite piqué un fil de fronce à 0,5 cm du haut de mon engageante.
Puis j'ai coupé un billet de la longueur de mon bas de manche, qui est donc de 30 cm, 32 avec la valeur de couture, bien sûr. J'ai piqué mon billet de manière à former un bracelet, puis je l'ai épinglé sur mon engageante que j'ai au préalable froncée. Je fais en sorte de bien répartir les fronces de manière égale, puis je pique le tout à la machine. Le premier côté assemblé, j'ai ensuite pu épingler mon billet de l'autre côté et le rabattre à la main. Et voilà le résultat, de jolies engageantes. Il ne me reste plus qu'à les positionner sur mes bas de manche, encore une fois en les épinglant, puis en effectuant des points à la main de part et d'autre de mon billet. Vous vous demandez certainement pourquoi ces engageantes n'ont pas été tout de suite cousues entre ma doublure et mon tissu. Ou alors vous ne vous le demandez pas, mais c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer pourquoi. C'est très simple, toutes les décorations sur les robes d'époque, dentelles, ruchées et autres, étaient positionnées de manière à être potentiellement enlevées par la suite. En effet, le tissu étant coûteux, on ne se débarrassait pas d'une robe lorsqu'elle était passée de mode. On la recoupait et on la réajustait si elle changeait de propriétaire, et on en changeait les décorations selon les envies et les goûts du moment. Cela nous donne donc une garde-robe complètement transformable et je trouve ça plutôt sympa comme concept. Attaquons-nous maintenant à la dentelle du décolleté. J'ai fait les mêmes étapes que pour les engageantes. J'ai d'abord mesuré le tour de mon encolure sans compter la valeur de la croisure qui était de 1,5 cm. J'ai ensuite multiplié cette mesure par 3 pour connaître la longueur de dentelle dont j'aurais besoin pour former les fronces. J'ai coupé ma dentelle, puis j'ai réalisé une piqûre à grands points et j'ai épinglé ma dentelle sur le billet. Pour les finitions des deux extrémités, je ne voulais pas faire d'ourlet dans la dentelle, je trouve que ça aurait été assez disgracieux, surtout sur le devant. J'ai donc fait basculer ma dentelle pour qu'elle soit prise dans le billet, formant ainsi un petit arrondi bien plus joli selon moi. Après avoir épinglé et bien réparti mes fronces, je suis passée à la machine pour effectuer ma première piqûre. J'ai ensuite épinglé mon billet sur l'autre côté, pour pouvoir continuer avec le rabattage à la main. Il ne me restait donc plus qu'à épingler ma dentelle tout le long de mon encolure, bord à bord sur le côté le plus court et en laissant 1,5 d'écart pour le côté plus long avec la croisure. Il ne me restait ensuite qu'à coudre le volant de part et d'autre du billet, exactement comme pour les engageantes. Et voilà, les décorations de ma robe à l'anglaise 18e sont officiellement terminées. Je vous laisse donc avec les images de la révélation de la robe qui ont été prises lors de l'événement des Grandes Eaux à Versailles cet été, avec l'aide de mes deux dames de compagnie. Non, je déconne, avec l'aide de mes deux amies Raphaël et Lisa qui portaient également deux robes à l'anglaise qu'elles avaient fait pour l'occasion. Mais avant Versailles, voici quelques images de la préparation. J'ai bien sûr commencé par enfiler ma chemise et mon corps baleiné, puis avant de mettre mes jupons, j'ai d'abord installé mes poches. Vu qu'au XVIIIe siècle, les femmes ne portaient pas de sac, les poches sont bien pratiques pour transporter son pot de rouge, les billets doux de ses amants, ou, en l'occurrence ici, son téléphone pour pouvoir prendre des selfies avec Marie-Antoinette. J'ai fini par enfiler mon manteau de robe dont j'ai commencé par lasser mes pattes intérieures, puis j'ai rabattu mes ouvertures devant par-dessus et je les ai maintenues avec des épingles. Ce système de fermeture correspond au modèle historique, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des épingles, il y a toujours la possibilité de poser des agrafes. Ma tenue est enfilée, je vous laisse avec les images à Versailles.
approche de la fin de cette vidéo, j'espère que ce processus sur la fabrication d'une tenue historique complète vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé, si peut-être vous voudriez que j'en fasse d'autres. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce contenu. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'histoire et de mode.